L'horloge a sonné 5h47 lorsque l'hélicoptère privé a fendu le ciel nuageux de São Paulo, descendant dans le cœur encore endormi de la métropole. À bord, le magnate Rubens Augusto Villar est resté immobile, le regard fixé sur l'horizon couvert. Propriétaire de l'une des plus grandes fortunes du pays, fruit d'un réseau technologique et d'investissement qui s'étendait sur 3 continents, Rubens était connu pour son génie et par l'absence totale de chaleur humaine. Ce matin-là, Rubens ne s'adressait pas à une réunion ou à une réunion avec des actionnaires. Il rentrait chez lui, un manoir fortifié au sommet du Morumbi, où les secrets s'accumulaient comme des œuvres d'art sur ses murs silencieux. Après s'être effondré sur scène lors d'une cérémonie de remise de prix international, on lui a diagnostiqué une maladie neurologique critique. Depuis lors, il n'a pas parlé, ni bougé, ni réagi. Un corps vivant à l'esprit terne. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement de la zone orientale, Clara Nascimento ajustait son uniforme blanc devant le miroir. Infirmière spécialisée en soins palliatifs, elle avait été embauchée pour un cas particulier. Patient de haut niveau, état non réactif, nécessite un dévouement absolu. Ce que personne ne savait, ni les médecins, ni les anciens assistants du manoir, c'est que Clara n'était pas là juste pour un bon salaire. Elle cherchait quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, mais qui battait fort en elle chaque fois qu'elle prenait soin de quelqu'un que la vie avait mis de côté. La porte de l'hôtel s'ouvrit avec un élégant murmure. Clara fut accueillie par un majordome aux cheveux gris et par des murs froids couverts de peintures expressionnistes et de marbre italien. Sa première impression en voyant Rubens fut celle de l'étonnement. Il ressemblait plus à une sculpture qu'à un homme. Son visage, bien que statique, conservait encore les traits de quelqu'un qui avait été brillant et implacable. Ses mains reposaient sur une couverture en lin égyptien comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un d'autre. La responsable technique qui accompagnait Clara à l'entrée s'est limitée à un commentaire: c'est que vous êtes la 4e infirmière ce mois-ci. Rien de tout cela n'a perduré. Il ne répond pas. Il ne change pas chance. Clara hocha légèrement la tête. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il s'approcha du lit, sans dire un mot, plaça une fleur en papier à côté du moniteur cardiaque. C'était quelque chose qu'il faisait quand il se sentait impuissant, de petits plis aux formes délicates, presque enfantines, comme un geste d'espoir. Même si personne ne les a vus. Même si personne n'a répondu. Loin de là, les partenaires de Rubens se sont rencontrés pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Certains planifiaient déjà leur succession. D'autres, en silence, souhaitaient que le titan ne revienne jamais, afin de pouvoir partager l'empire entre eux. L'une des personnes présentes avait même déjà contacté des avocats spécialisés dans les interdictions légales. Tandis que le monde autour de Rubens continuait à s'enflammer dans la ruée froide des affaires, Clara commença une routine d'observation silencieuse, de caresses et écoute-moi. Oui, parce qu'elle pensait que même le silence disait quelque chose, et il y avait trop de choses dans cette pièce. La première nuit, Clara a remarqué que la température ambiante était régulée par des capteurs automatisés qui ignoraient les besoins humains. Il a demandé à ce que le système soit éteint, contrairement aux règles de la maison, il a ouvert l'une des fenêtres. Le vent matinal apportait avec lui l'odeur lointaine de la ville, et il jura qu'il avait vu une légère contraction au coin de la bouche de Rubens. Un spasme ? Un réflexe ? Ou simplement l'imagination ? Le lendemain matin, alors qu'elle réchauffait les mains de Rubens dans les siennes, Clara dit doucement: je sais que tu es là-dedans. Et je resterai ici jusqu'à ce que tu décides de revenir. La pièce principale de l'hôtel Villar ressemblait à quelque chose d'un palais moderne, des murs en pierre claire, des rideaux en lin français et un haut plafond décoré d'une peinture abstraite signée d'un artiste que personne en dehors du cercle des milliardaires ne pouvait reconnaître. Mais, malgré le luxe, une atmosphère stérile régnait. Tout semblait méticuleusement planifié pour impressionner, et encore moins pour accueillir. Rubens y vivait seul depuis des années. Sa femme, décédée dans un mystérieux accident dans les Alpes suisses, n'avait jamais été mentionnée à l'intérieur de la maison. Il n'y avait pas de photos ou de portraits de famille. Seul lui et sa fortune habitaient cet endroit. Son fils, Davy Villar, avait complètement pris ses distances après une bataille publique sur la direction de l'entreprise, un conflit qui a fait la couverture de magazines d'affaires et s'est terminé par le retrait de Davy du testament et son exil à New York.
Clara percevait le vide non seulement dans les absences physiques, mais dans les détails. Les livres sur l'étagère n'avaient jamais été ouverts. La cheminée est restée éteinte, bien que nous soyons en juin. Le piano à queue de la salle principale était recouvert d'une couverture de velours. Tout y semblait suspendu dans le temps, comme si Rubens avait cessé de vivre bien avant de tomber dans le coma. Dans les premiers jours, Clara a appris à traiter avec le personnel du manoir. Il y avait Gustavo, le majordome formel et toujours silencieux, qui était en charge du protocole avec une obsession presque robotique. Tout comme la cuisinière, Doa Teresina, une dame à la voix douce du ménageret, qui semblait être la seule âme vivante là-bas et qui a rapidement sympathisé avec Clara. Et j'étais Fabiana, l'assistante administrative de l'Empire Villard, qui apparaissait quotidiennement pour superviser la routine, mais exprimait clairement son mépris pour l'infirmière. « Ne comprenez-vous pas qu'il n'y a plus rien à faire ici, Clara ?» dit-il une fois, après l'avoir regardée bourdonner pendant qu'elle essuyait le visage de Rubens. « C'est une perte de temps. Le protocole dit que vous n'avez qu'à maintenir les bases, point final. » Clara cesse de contenter de sourire et de répondre, sans sarcasme, le protocole prend soin du corps. Je m'occupe du reste. Au fil des jours, les habitudes de Clara commencèrent à briser la rigidité de la maison. Au lieu de prendre des notes cliniques froides, il laissait des notes manuscrites au chevet du patient, avec des phrases telles que « Aujourd'hui, le ciel est dégagé. Je parie que tu manquerais de voler. » Lorsqu'il changeait les couches, il mettait de la musique instrumentale douce, croyant que le son pouvait atteindre là où les médicaments ne pouvaient pas atteindre. Un après-midi, alors qu'elle visitait la bibliothèque qui était verrouillée par un mot de passe, Clara a demandé à Gustavo l'accès. Lorsqu'il a ouvert la pièce, il a trouvé des étagères pleines d'éditions originales, de collections rares, et curieusement, d'un carnet de brouillons personnels. Il prit l'un d'eux et lut la première ligne. « Si la seule chose qui me reste est le silence, alors que ce soit un silence plein de musique. » Cette phrase a hanté l'esprit de Clara pendant des jours. Il semblait parler d'un Rubens que personne ne connaissait. Il y avait une âme poétique, peut-être noyée par des décennies d'affaires, de victoires et de défaites. Dans le même temps, les rumeurs sur la fin de l'ère Villard se multiplient. La presse a spéculé sur la vente de l'entreprise, les actionnaires se sont battus pour obtenir de l'espace, et même les politiciens ont discrètement fait pression sur les directeurs pour un remplacement définitif. Clara n'avait aucune idée, mais, à l'intérieur de ce manoir, chacun de ses pas était observé. Fabiana, en particulier, voyait en Clara une menace. Je ne comprenais pas comment quelqu'un avec un salaire aussi bas et des vêtements aussi simples pouvait attirer autant d'attention. Clara, en revanche, n'a pas joué à ce jeu. Elle avait une autre mission. Dans la nuit du 15, alors qu'elle jouait une vieille mélodie dans une boîte à musique trouvée dans l'un des tiroirs de Rubens, Clara remarqua un détail minime: le petit doigt de sa main gauche bougeait. Presque imperceptiblement. Le léger mouvement du doigt de Rubens était si subtil que Clara doutait de ses propres yeux. Malgré cela, les jours suivants, il répéta le rituel de la boîte à musique tous les soirs. Toujours la même mélodie douce, toujours les mêmes gestes délicats. Le doigt ne bougea plus. Mais Clara refusait de croire qu'il ne s'agissait que d'un spasme. C'était réel. Une fissure dans le mur du silence. Alors que l'infirmière misait sa foi dans l'invisible, le monde autour de Rubens commençait à bouger rapidement. Réunions en chambre froide, courriels cryptés et documents confidentiels circulent dans les coulisses de la holding Villard. Davy, le fils renégat, retournait au Brésil en prétendant s'inquiéter pour son père, bien que tout le monde savait qu'il voulait reprendre le contrôle de l'entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Dans le manoir, la présence de Clara mettait Fabiana de plus en plus mal à l'aise. Il a tenté de restreindre son accès à certains espaces, a publié des déclarations internes, s'est plein de procédures en dehors du protocole médical, lors de réunions privées, a insinué que Clara développait un lien émotionnel inapproprié avec le patient. Nous avons affaire à un corps, pas à un roman de Nicholas Sparks, a-t-il dédaigneusement lâché dans un rapport. Clara a appris le commentaire quelques jours plus tard, entre les lignes. Mais il ne répondit pas. Elle était trop occupée à essayer d'enflammer une âme. C'est à cette époque que la tension a atteint un nouveau niveau. Davy est apparu à l'improviste au manoir.
Les retrouvailles avec son père ont été brèves, froides et embarrassantes. Il le regarda avec un mélange de rancune et de pitié. « Tu n'es-ce pas encore en train de mourir ?» murmura-t-il. Clara écoutait depuis la porte, le plateau de nourriture spéciale à la main. Il sentit un frisson d'indignation parcourir sa colonne vertébrale. Le même soir, Davy a appelé Clara pour une conversation privée. Le ton était poli, mais menaçant. « Tu es jeune, intelligente, jolie. Vous n'avez pas besoin d'être dans ça. Si vous prenez votre retraite maintenant, je vous reçois une lettre de recommandation de premier ordre. Vous pourrez travailler dans n'importe quelle clinique de luxe du pays. » « Est-ce une menace ou un geste de gentillesse ?» demanda Clara, sans s'énerver. « C'est un avertissement. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui l'a déjà été. Il faut prendre soin du vivant. » Clara, avec un léger sourire, répondit. « Il est toujours là. Et tant que je le suis aussi. » À partir de ce moment-là, tout est devenu plus difficile. Les visites étaient limitées. La nourriture spéciale que Clara préparait était interdite. La musique? Vetoude. Le piano? Fermé. La boîte à musique? Il a mystérieusement disparu du bureau. Mais Clara n'a pas baissé les bras. Secrètement, il a obtenu une copie de la clé de la bibliothèque de Doa Teresina. Il récupéra la petite boîte. Et chaque soir, quand tout le monde dormait, il retournait dans la chambre. Il a joué la mélodie. Elle lui murmura des souvenirs que Rubens n'avait jamais racontés, mais qu'elle ressentait en lisant ses carnets. C'est lors d'une de ces nuits que Rubens a pleuré. Une seule larme coula au coin de son île gauche. Clara, d'une main ferme, lui tint la main et lui dit à l'oreille. « Je vous vois. Vous n'êtes pas seul. » Le lendemain matin, Fabiana a installé des caméras cachées dans la pièce. Le nouveau plan était de prouver que Clara avait franchi les limites éthiques afin qu'elle puisse être officiellement licenciée. Le rapport serait présenté au conseil pour protéger l'image de la famille Villard. Clara, cependant, sentait déjà l'atmosphère se densifier. Le temps pressait. Quelque chose devait changer. Il a décidé d'agir. L'hôtel Villard était comme un château assiégé. L'apparence de l'ordre cachait de profondes fractures l'ambition, le silence et les mensonges résonnaient dans les couloirs. Tandis que Clara faisait face au regard froid de Fabiana et à l'indifférence calculée de Davy, quelque chose d'inattendu commença à se produire. Gustavo, le majordome, commença à lui laisser des messages discrets. Sur une feuille de papier pliée sur le plateau à café, on pouvait lire dans le tiroir de droite du bureau. Une nuit, alors qu'elle suivait la piste, Clara trouva une enveloppe scellée avec les armoiries de la famille Villard. À l'intérieur, de vieilles lettres échangées entre Rubens et sa défunte épouse. Les lettres ne parlaient pas d'affaires, mais d'amour. Rubens a écrit sur les nuits froides à Zurich, sur le mal du pays de son jeune fils, sur une chanson qu'elle jouait au piano lorsqu'il se perdait au travail. La même mélodie de la petite boîte. Clara se mit à les lire à haute voix à Rubens, comme si elle allumait des bougies dans l'obscurité. C'était son rituel secret. Pendant ce temps, l'intrigue secondaire de Davy s'est intensifiée. Lors de réunions avec des avocats et des actionnaires, il a présenté des rapports médicaux, des chiffres de revenus en baisse et des plans pragmatiques pour sauver l'entreprise, le tout basé sur la prémisse que son père ne reviendrait jamais. Mais intérieurement, il luttait contre un sentiment qui le rongeait, la culpabilité. Le public n'a jamais su que c'était Davy qui avait affronté Rubens dans une discussion houleuse quelques jours avant l'effondrement. Les derniers mots qu'ils ont échangés ont été durs. Et maintenant, bien qu'il désirât le contrôle de l'héritage, quelque chose en lui aspirait à la rédemption. Doa Teresina, la cuisinière, s'en est rendu compte. Elle était la seule à parler à Davy comme s'il était encore le garçon têtu de 10 ans qui demandait secrètement du dulce de lécher. Il l'a confronté sans ménagement. « Voulez-vous sauver l'entreprise ? Ou sauve-toi, mon enfant ?» Davy n'a pas répondu. Mais cette question le suivait comme une ombre. Au fil du temps, Clara remarqua un autre signe d'amélioration chez Rubens, une légère réaction musculaire lorsqu'elle pressa ses mains. Petit, mais stable. Il lui suffisait de redémarrer discrètement des séances de kinésithérapie douce au petit matin.
Ses mouvements étaient si subtils qu'ils ressemblaient à une danse. Votre corps s'est toujours bougé, il a juste besoin de sains souvenirs. C'est alors qu'une menace s'est produite qui a tout mis en danger. Fabiana, armée des vidéos capturées par les caméras cachées, a convoqué une réunion avec le conseil de famille. Leur objectif était clair: expulser Clara pour implication émotionnelle inappropriée et conduite professionnelle douteuse. Mais Gustavo, le majordome, décida d'intervenir. Avec l'approbation silencieuse de Teresina, il effaça une partie des archives et remit personnellement à Rubens, encore immobile, le dossier contenant les documents que Clara utilisa pour sa réhabilitation. Si tu es encore là. Elle est la seule à essayer de le sauver, même si elle ne sait pas si elle sera réciproque, a-t-elle déclaré d'une voix brisée. La tension a atteint son paroxysme lorsqu'un neurologue de renom, convoqué par Davy, a été appelé pour une nouvelle évaluation. Le docteur entra dans la chambre accompagné de Clara et de Fabiana. Il a examiné les réflexes, les signes vitaux et enfin la réponse pupillaire. Il y a peu d'activité. Inattendue. Mais réelle. Ce n'est pas un état végétatif total, a-t-il conclu. Clara retint ses larmes. Fabiana a essayé de réfuter. Même ainsi, cela ne veut rien dire cliniquement. Il n'y a pas de pronostic de récupération fonctionnelle. Mais Clara regarda Rubens et lui dit. Il a entendu ça. Je parie que oui. Et à ce moment-là, une larme a coulé de l'île droit du milliardaire. La vidéo de la larme est devenue virale. À l'insu de tous, Gustavo avait discrètement enregistré le moment où l'infirmière parlait à Rubens et où il réagissait. La vidéo a été envoyée à un ancien ami journaliste de la famille, qui l'a postée sur son blog avec le titre Le millionnaire qui pleurait. Rubens Villard se réveille-t-il? En quelques heures, la nouvelle était sur tous les portails. Les actions de la société Villard ont augmenté, les actionnaires ont gelé le processus de succession et Clara a été placée au centre d'un ouragan médiatique qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Mais avec la lumière. Les ombres sont également arrivées. Clara a été appelée à témoigner devant un conseil médical. Ils l'ont accusée de manipuler émotionnellement la patiente. La défense de Fabiana était agressive. Cette infirmière a utilisé des méthodes non autorisées, a créé un lien émotionnel inacceptable avec le patient et a interféré directement avec les plans de traitement définis par l'équipe clinique précédente. Clara ne cria pas. Il n'a pas pleuré. Il a simplement raconté, avec fermeté, tout ce qu'il avait fait. Comment il a étudié en profondeur le récit de Rubens, comment il a remarqué des signes minimes mais cohérents de conscience. Et enfin, il a conclu en disant: Je ne suis pas tombée amoureux d'un millionnaire. Je suis tombée amoureuse d'un être humain que tout le monde avait cessé d'essayer d'atteindre. Et s'il pleurait? C'est parce qu'il est toujours là. Le silence qui s'ensuivit fut plus puissant que n'importe quel argument. La décision du conseil d'administration est ambiguë. Clara peut continuer. Mais sous surveillance constante. Fabiana, insatisfaite, commença à faire pression sur Davy pour qu'il coupe tout accès à l'étage supérieur du manoir. Mais pour la première fois, il hésita. Peut-être à cause de quelque chose qu'il avait lu dans les lettres que Clara avait laissées sur la table de son père. Ou peut-être car il ne pouvait plus nier Rubens revenait. Le même soir, Clara a décidé de se produire à nouveau. Il entra dans la pièce avec quelque chose caché sous son manteau, la partition de la chanson préférée de Rubens. La même mélodie de la boîte à musique, maintenant complète. Il l'emmena au piano du salon, que Gustavo avait déverrouillé. Et il l'a touché. Dès le premier accord, le son emplit le manoir. Teresina et les autres employés se regardèrent en silence. Fabiana, entendant cela, descendit l'escalier en courant furieusement. Mais quelque chose l'arrêta à mi-chemin. Rubens. Il secoua la tête. Pas trop. Mais assez pour que les capteurs de mouvement l'enregistrent. Et pour Davy, qui regardait depuis son téléphone portable connecté à une caméra, de laisser tomber son verre de whisky sur le sol. Le lendemain matin, la nouvelle se répand: le patient réagit à la musique. Rubens Villard secoua la tête. C'était le point de rupture définitif. Davy a annulé les réunions de succession.
il a confronté Fabiana devant des investisseurs. Et il a demandé pour la première fois depuis des années à être seul avec son père. Il entra dans la pièce. Samedi. Et il a seulement dit. Si tu écoutes. Pardonne-moi. En interne, Clara a également dû faire face à des conflits. Ses sentiments grandissaient. À chaque geste de Rubens, à chaque murmure tremblant, je sentais la frontière entre l'éthique professionnelle et le cœur s'amincer. Mais il y avait quelque chose de pur dans cette connexion. Ce n'était pas un béguin d'adolescent, ni un désir aveugle. C'était une reconnaissance de l'âme. Rubens commença à écrire, avec difficulté, dans un petit carnet. Des gribouillis et des phrases fragmentées que Clara a aidé à déchiffrer. Un après-midi pluvieux, il écrivit. « Pourquoi es-tu revenu me chercher ?» Elle a répondu sans réfléchir parce que personne ne mérite d'être laissé dans l'ignorance. Chaque jour suivant, Rubens apparaissait moins comme le titan du passé que comme un homme en reconstruction. Et c'est ainsi qu'a émergé un Rubens que peu de gens avaient connu, doux, introspectif, attentif aux petits gestes. C'est alors que, avec l'aide de Clara, il demanda à ce qu'on les mène au piano. Gustavo, ému, enleva la couverture de velours qui le couvrait. Rubens, tremblant, leva la main droite et, avec un effort presque sacré, frappa une note. Clara, en larmes, a compris il ne voulait pas seulement survivre. Je voulais vivre. Le son de cette seule note sur le piano résonna dans les couloirs comme une prophétie. Gustavo, immobile, s'essuya discrètement les yeux. Dos à Teresina, qui regardait de la porte, se signa. Clara, agenouillée à côté de Rubens, lui tenait fermement la main, comme si elle tenait un cœur sur le point de battre à nouveau. Dans les jours qui ont suivi, la routine a changé. Rubens a commencé à exiger plus de lui-même, il essayait de former des mots, d'écrire des messages, de se lever pour demander de l'aide. Son engagement était tel qu'il a surpris même les physiothérapeutes les plus sceptiques. Davy, désormais beaucoup plus présent, a accompagné chaque séance et, petit à petit, a reconstitué quelque chose de brisé entre père et fils. Un jour, Rubens a réussi à articuler une phrase entière. Je veux parler avec tout. La phrase est tombée comme une bombe. Clara a compris ce qu'elle voulait, une rencontre. Une rencontre. Une dernière conversation ou peut-être la première vraie avec ceux qui ont fait partie de sa vie, et sa chute. Dans les coulisses, les rumeurs ont grandi. Les actionnaires de Villars étaient inquiets. La presse spécule sur un possible retour officiel de Rubens à la barre. Davy, bien que plus mature, avait encore du mal à se faire à l'idée d'abandonner le contrôle qu'il avait presque conquis par la force. Et Fabiana, désormais éloignée des décisions centrales, préparait son dernier coup. Grâce à un accès privilégié à des documents anciens, il trouva une clause dans le testament original de Rubens: tout membre de la famille qui tenterait de l'inaptité juridiquement perdait son droit à l'héritage. C'était une clause oubliée, et qui pouvait nuire à Davy. Fabiana a préparé un dossier. Mais avant de pouvoir la remettre à la presse, il a reçu une enveloppe sur son bureau. À l'intérieur, une remarque. La plus grande défaite est de se battre pour le pouvoir et de perdre son âme dans le processus. Signé Rubens. La nuit suivante, le manoir a été préparé pour un dîner intime. Il n'y avait pas de journaliste, pas de formalité. Seul Rubens, assis dans son fauteuil spécial, Clara à côté de lui, Davy en tête, et les plus anciens employés de la maison comme témoins silencieux. Rubens, avec effort, prit la parole. J'étais loin. Mais j'ai tout vu. Et tout le monde. Sa voix était rauque, lente. Blanc. Il m'a apporté. Précédent. Avec de la musique. Avec foi. Il s'arrêta un long moment. Il prit une profonde inspiration. Il regarda Davy. Fils. Pardon. Davy n'a pas répondu avec des mots. Il s'est juste levé et l'a serré dans ses bras. Dans cette étreinte, des années de rancure se sont effondrées. À la fin de la nuit, Rubens a écrit une dernière chose. Clara le lut à haute voix. Je veux vivre.
Et l'amour. Échangé. Le lendemain, Rubens demanda à jouer toute la mélodie au piano. Cette fois, avec Clara à ses côtés. C'était sa façon d'annoncer quelque chose. Quelque chose qui changerait tout. Le hall principal du manoir était silencieux. Non pas par absence de son, mais par respect. Ils étaient tous là, Davy, Gustavo, Teresina, quelques actionnaires de l'entreprise et un petit groupe de vieux amis de Rubens, les quelques-uns qui étaient restés après sa chute. Clara, vêtue d'une robe bleu clair et d'yeux anxieux, se tenait à côté du piano. Rubens s'est lentement laissé emporter dans son fauteuil spécial. Bien qu'il ait encore des limitations, il contrôlait déjà une partie de ses mouvements plus fermement. Il y avait une étincelle dans ses yeux, non seulement celle de celui qui a survécu, mais aussi celui qui a décidé de recommencer. Avec l'aide de Clara, il s'assit sur le banc du piano. Elle se leva, posant sa main gauche sur son épaule. Rubens prit une profonde inspiration. Et puis, ses doigts touchèrent la première note. La mélodie était la même que celle de la boîte à musique. Mais maintenant, pour la première fois, c'était lui qui la jouait. Chaque note remplissait l'espace d'une émotion dense, presque insupportable. Certains pleuraient en silence. Davy serra les poings, retenant l'avalanche d'orgueil et de regret. À la fin de la musique, Rubens regarda Clara. Et de la voix la plus ferme qu'il ait jamais eue depuis le coma, il dit : Tu étais mon remède. Clara sentit son cœur s'arrêter un instant. Tout y était la gratitude, l'affection, la confession. Mais ce n'est pas tout. Rubens demanda le silence. Et avec effort, il a levé la main, un geste symbolique d'autorité qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Et je ne veux pas non plus l'être. Il regarda Davy. Fils. C'est le vôtre. Tout. L'entreprise. L'héritage. Prenez-en soin avec votre âme. Comme elle a pris soin de moi. Davy s'est approché de son père, les larmes aux yeux, s'est agenouillé devant lui. Papa. Je n'ai jamais voulu de ton empire. Je voulais juste que vous me voyiez. Que vous m'écoutiez. Comme elle vous a entendu. Rubens tenait le visage de son fils de ses mains tremblantes. Maintenant, je vous vois. À ce moment-là, devant tout le monde, Rubens regarda Clara. Tout le monde retint son souffle. Clara. Tu m'as appris à vivre. Et d'aimer. C'est pourquoi. Il sortit une petite boîte de velours de sa veste. Veux-tu recommencer avec moi? L'étonnement était total. Un milliardaire, là, la voix encore fragile et les yeux pleins d'émotion, demandant la main d'une femme simple, mais à l'âme géante. Clara, pendant une seconde, resta sans voix. Puis elle s'agenouilla devant lui toucha le front avec le sien et répondit. Je n'ai pas besoin de promesses, Rubens. Seulement la vérité. Et si votre vérité m'inclut? Alors oui. La salle a éclaté en applaudissements. Mais avant que l'excitation ne les envahisse complètement, Rubens éleva la voix une dernière fois cette nuit-là. À partir de maintenant. Chaque jour sera fait de musique. Le temps a passé, mais l'éclat de ce moment dans le salon de l'hôtel particulier de Villars s'est gravé dans le cœur de tous ceux qui en ont été témoins. Le milliardaire qui est revenu du silence, l'infirmière qui a guéri avec empathie, le fils qui a retrouvé son père, et la maison qui a cessé d'être un mausolée pour devenir, enfin, un véritable foyer. Rubens n'est pas retourné dans le monde de l'entreprise. Il tint parole. Il a officiellement remis la présidence à Davy, qui dirigeait désormais avec plus de sensibilité et de détermination. Sa première grande décision a été de fonder la Fondation Clara Nascimento, une ONG dédiée à la formation d'infirmières aux soins humanisés et à apporter de la musique et de l'art aux patients dans le coma ou en réadaptation. Clara a refusé le poste de directrice. Elle a préféré agir en tant que bénévole et mentor. Elle était toujours aux côtés de Rubens, non pas en tant qu'employée, mais en tant que partenaire de vie. Le mariage a eu lieu un dimanche de printemps. Simple, entouré de lavande,
dans le même jardin où Rubens avait joué du piano pour la première fois après le coma. Teresina a préparé le déjeuner. Gustavo portait les bagues. Et Davy a officié la cérémonie.